dont elle dirige les travaux du Conseil. Je lui adresse également tous mes vœux de réussite dans cette fonction. Je voudrais ensuite renouveler ma profonde gratitude à l'endroit de notre organisation pour l'appui soutenu et constant apporté à mon pays dans sa quête de stabilité politique et de développement économique et social durable. Dans ce ordre d'idées, j'accueille avec enthousiasme l'engagement personnel du secrétaire général et lui renouvelle la profonde gratitude du peuple haïtien. Je suis tout aussi reconnaissant envers la représentante spéciale pour Haïti pour ses multiples conseils salutaires et son étroite collaboration avec mon administration. Je rends également un hommage mérité au personnel des Nations Unies déployé en Haïti pour l'accompagnement inestimable au pays dans tous les domaines. J'adresse mes vifs remerciements aux Nations Unies, aux agents en Haïti et son peuple dans les moments difficiles que le pays a connus à travers son histoire récente et qu'il continue de vivre. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, je félicite le secrétaire qu'il a présenté au Conseil sur la situation en Haïti et dans lequel il donne la mesure de crise politique qui continue d'handicaper le bon fonctionnement des institutions et mine la stabilité du pays. Les données présentées dans le rapport reflètent bien la réalité actuelle du pays et les observations qui y sont faites me paraissent très pertinentes. Mon gouvernement les a examinées avec le plus grand intérêt et a pris bonne note des recommandations formulées. Je salue particulièrement le fait qu'il a été souligné dans ce rapport les différentes actions entreprises par mon administration dans le but de redresser la situation du pays. Mon intervention d'aujourd'hui va me permettre de mieux préciser les faits relatés dans ce rapport et de donner les points de vue du gouvernement de la République sur les observations qui y sont contenues. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, l'année 2020 a été une année de défi pour mon administration qui a dû prendre des mesures extraordinaires pour protéger notre population contre la pandémie coronavirus qui a commencé le 19 mars 2020. Une stratégie compréhensive a été élaborée. Très tôt, mon gouvernement a fermé les ports, aéroports et renforcé le contrôle de nos frontières. Les mesures sociales et économiques ont permis à de nombreux citoyens de respecter les dispositions sanitaires visant à éviter la propagation du virus. Parmi ces mesures, le paiement des salaires de 100 000 professeurs d'école, de 10 000 professeurs d'université, de 66 l'assemblage, la distribution de 23 millions de masques fabriqués en Haïti, de produits alimentaires à plus de millions de familles vulnérables, l'envoi et pour renforcer son système de santé et mieux accompagner les hôpitaux, dispensaires et centres de santé, le gouvernement avait commandé plus de 4 tonnes de matériel médical. Des centres spéciaux pour recevoir les premiers cas de coronavirus avaient été créés. La mobilisation nationale autour de l'éducation de la population sur le coronavirus et les mesures de prévention à adopter a été un succès total. Aujourd'hui, notre pays a 12 039 cas confirmés et 9 529 cas traités. Malheureusement, 247 Haïtiens sont morts de cette pandémie. Nous en profitons pour adresser nos sincères condoléances aux familles éplorées. Aujourd'hui, nous faisons partie des 3 pays de la Caraïbe à mieux gérer cette pandémie. Une pandémie qui a augmenté les dépenses et créé des pertes économiques considérables. En ce sens, nous appuyons la proposition faite par la
CNUSED d'annuler $1 trillion de dettes pour 64 pays, dont le nôtre. Nous avons besoin de cet allègement pour qu'il y ait une possibilité de relance économique. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, les Nations Unies et l'Organisation des États américains ont accompagné et respecté les standards internationaux. Le peuple haïtien vous remercie de cet accompagnement qui a permis un transfert pacifique du pouvoir. Si, durant le XXe siècle, la plus grande menace contre la démocratie était le coup d'État militaire, au début, les mauvais perdants des élections représentent un danger pour des acquis démocratiques. Si lors du siècle dernier, la résolution 1080, prise au Chili, et la mise en place de la Charte démocratique régionale le 11 septembre 2001 au Pérou ont permis de mettre un frein au coup d'État militaire en Amérique latine et de la Caraïbe. Aujourd'hui, il faut une réflexion et des recommandations pour affronter ceux qui contestent les résultats des élections libres, honnêtes et transparentes, et les oligarques puissants qui se prennent pour Dieu. Depuis ma prestation de serment le 7 février 2017, le refus de certains acteurs politiques d'accepter les résultats des élections libres et transparentes, les tentatives violentes répétées d'interruption de l'ordre constitutionnel par des oligarques corrompus opposés aux réformes économiques en faveur du peuple ont rendu la situation de la population et l'environnement politique difficile. Souvent, les droits des citoyens ont été violés par la violence qui leur a été imposée. Ceci dans un contexte où une pandémie fait rage. L'index de la démocratie 2020 vient d'être publié. Ce classement marque un recul record de l'index de démocratie dans le monde, notamment lié à la pandémie. Haïti passe de 4,57 à 4,22, mais ne perd qu'une seule place de la 105e à la 106e. C'est donc une relative stabilité pour Haïti, dont le score reste toujours le troisième plus élevé depuis 6. Et la création de ce rapport, il en est de même pour l'index mondial sur la liberté de la presse, où Haïti est classé 83 sur 189. Malgré les difficultés que nous confrontons, la démocratie se porte bien en Haïti. Mon administration a trouvé un système économique qui permettait le pillage et la dilapidation systématique de l'État par des oligarques puissants et l'appauvrissement de la population. Pour corriger cet état de fait, nous avons proposé le dialogue au secteur concerné au début de mon mandat pour trouver un consensus opérationnel. Il ne voulait pas que le système change. Nous avons donc opéré des réformes dans le secteur de l'énergie, particulièrement l'électricité et l'acquisition des produits pétroliers, la gestion et la construction des infrastructures routières. Nous avons mis fin aux manipulations de la monnaie et changé la politique agricole. Nous avons mis fin aux contrats entachés de corruption. Je veux parler des contrats léonins. Ces dossiers touchent plus de 6 milliards de dollars d'intérêt. Nous faisons face à un lobby puissant qui a de grands moyens. Comme réponse, les oligarques corrompus, associés aux mauvais perdants, ont bloqué par la violence, ce pendant près de 3 ans, le fonctionnement régulier du Sénat de la République, empêchant la ratification du gouvernement, le vote du budget et de la loi électorale devant faciliter l'organisation des élections pour le renouvellement du personnel politique. Ajoutez à cela l'opération Pays Loc de l'opposition radicale et violente à attaquer les droits fondamentaux des citoyens et en les empêchant de vaquer à leurs activités. Pays Loc a aussi causé des dégâts économiques sérieux avec près de 4 milliards de dollars
et près de 80 000 emplois perdus. La pandémie en 2020 a eu aussi des conséquences graves. En 4 ans, mon administration a dû faire face à 7 tentatives d'interruption de l'ordre constitutionnel par la violence. L'attaque violente contre le Sénat de notre pays le 11 septembre 2019 par des gangs de l'opposition radicale pour l'empêcher de remplir ses obligations constitutionnelles. La création de nombreux gangs et d'un groupe de bandits armés dénommé Fantôme 509, formé de nombreux policiers révoqués pour trafic de drogue et autres crimes qui se sont attaqués à la police nationale, la primature, plusieurs ministères et autres institutions étatiques, fait partie des dangers que notre démocratie a dû affronter ces derniers mois. Le dernier en date est la tentative de coup d'État le 7 février 2021. Une fois l'enquête de la police et la justice terminée, nous partagerons le rapport avec l'organisation. À la base de tout cela, il y a le refus du régime démocratique et des élections comme seul moyen d'accéder à la gestion des affaires de l'État. C'est pourquoi les efforts inlassables de mon administration pour apaiser le climat sociopolitique et faciliter une solution consensuelle à travers le dialogue ont été refusés par certains. Ils ont préféré opter pour la violence politique, la paralysie et le chaos, espérant que cette stratégie permettra de réussir un coup d'État pour installer un gouvernement de transition sans mandat du peuple haïtien. En réponse à cette politique de chaos, le gouvernement a appliqué une stratégie de démantèlement des gangs. La première composante a été la commission de désarmement et de réinsertion qui a connu des succès limités. La seconde, le renforcement des capacités de la police et le démantèlement agressif des gangs. Sur 102 gangs existants, le gouvernement en a démantelé 64 et le travail de rétablissement de la sécurité a été accéléré. Le nombre de kidnappings a considérablement baissé et la population apporte son support au travail de la police nationale. La plupart de ces gangs sont supportés par des oligarques corrompus. Je comprends très bien les inquiétudes exprimées dans le rapport concernant l'insécurité dans le pays au cours des 12 derniers mois. Force est de reconnaître que la police nationale d'Haïti, avec la nouvelle gouvernance mise en place récemment, travaille d'arrache-pied afin de rétablir l'ordre sur toute l'étendue du territoire national. Des changements importants ont été opérés au niveau du commandement de l'institution policière. Plusieurs réseaux de gangs sont déjà démantelés. Des actions sont en train d'être menées un peu partout dans le pays pour neutraliser les groupes armés et rétablir la sécurité sur toute l'étendue du territoire. La police a su résister aux propositions de corruption de l'institution par des oligarques corrompus qui cherchaient son implosion, ce qui aurait profondément affecté l'avenir de notre démocratie. La remobilisation de l'armée en France, elle a apporté son soutien aux opérations de la police contre les gangs. Comme il est précisé dans le rapport, la part du budget national consacré à la police nationale a augmenté de 53% en 2021 par rapport à l'exercice fiscal 2019-2020 pour atteindre 6,59% du budget national. L'amélioration des conditions de vie des policiers a été au centre des décisions prises. Nous nous félicitons du fait que certains pays amis, comme les États-Unis d'Amérique, la France et la Colombie, apportent leur appui au renforcement des capacités du pays dans le cadre de la lutte contre les enlèvements. Grâce au soutien des agences onusiennes, nous avons mis en place un dispositif de gestion des armes et des munitions conformément à la législation nationale en vigueur et aux instruments internationaux auxquels Haïti est partie. Nous reconnaissons que le renforcement du système judiciaire est un élément essentiel de la lutte contre l'insécurité et la criminalité organisée. C'est dans cet esprit que le gouvernement vient de doter les acteurs du système des outils juridiques plus contraignants pour combattre ce phénomène, pour renforcer l'état de droit et consolider l'appareil sécuritaire.
en l'absence d'un Parlement fonctionnel. J'ai dû adopter certains décrets qui s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, l'insécurité galopante et le kidnapping. Je suis le 5e président depuis 1987 à utiliser cet outil pour répondre aux besoins de notre peuple. Je continuerai à en faire un usage limité jusqu'à l'élection du Parlement et à la prestation du 59e président de la République le 7 février 2022. Toujours dans le cadre des efforts visant à renforcer le système judiciaire, nous avons augmenté le budget 2020-2021 du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de 35% par rapport au budget de l'exercice fiscal précédent. Les lourdes conséquences de ce climat de violence sur la société haïtienne, le fonctionnement des institutions et l'économie du pays ont été soulignés à l'encre forte et répertoriés dans le rapport conjoint du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Ce rapport, qui a été publié le 18 janvier 2021, a dressé le bilan des violations et abus des droits de l'homme perpétrés dans le cadre des manifestations qui se sont déroulées le 6 juillet 2018 et le 10 décembre 2019. Mon gouvernement, dans les prochains 15 jours, et après le Conseil des ministres, publiera le rapport national sur la situation des droits humains en Haïti. Tous les cas mentionnés ont été l'objet d'enquêtes de la part de la Direction centrale de la police judiciaire. En effet, une fois le dossier dans le circuit du pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif n'a aucune autorité pour intervenir. Grâce à la formation que les policiers des Nations Unies, ils font preuve de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions. Leurs interventions se font toujours dans le respect des règles d'engagement. Quand il y a des dérapages, ils sont référés à l'inspection générale pour les suites nécessaires. Il faut aussi mentionner que souvent, des gangs se déguisent en manifestants et journalistes pour attaquer nos policiers en service. C'est dangereux pour le policier et pour les manifestants pacifiques. Mon administration veut améliorer son score 83 sur 189 dans le prochain index mondial sur la liberté de la presse. C'est pourquoi nous restons ouverts aux journalistes. Messieurs les membres du Conseil, Monsieur le Président, vous avez noté dans le rapport les appels d'une partie de l'opposition politique à la démission du président de la République. Avant la fin de mon mandat constitutionnel qui se termine le 6. Cette demande qui avait été formulée lors du dialogue à l'annonciature apostolique en janvier 2020 pour forcer un coup d'État, la peur des élections et des bulletins de vote de la population explique cette tentative de coup d'État pour installer une transition sans la volonté populaire. Les résultats des 6 dernières élections organisées en Haïti démontrent que la grande majorité de ces acteurs politiques n'arrivent jamais à passer la barre des 1%. Le grand défi pour tous, c'est comment construire une démocratie avec des acteurs politiques qui ont peur des élections et des résultats du vote populaire. Comment construire une démocratie avec des acteurs capables de bâtir une coalition pour devenir une alternative? J'ai gagné du peuple haïtien. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, ce refus systématique de l'alternance politique par la voie des urnes constitue une source de tension permanente dans le pays. En plus qu'il remet sérieusement en question l'option que le peuple haïtien avait faite pour la démocratie pour sortir de la dictature en 1987. Nous faisons face à une opposition politique qui est dépourvue d'alternance démocratique et de tout projet de société crédible pour la population des villes et des campagnes. Je veux parler de cette opposition radicale. Elle rejette la voie électorale pour accéder au pouvoir.
Si nous avons tourné le dos à la dictature pour embrasser la démocratie comme régime politique, nous nous devons de nous en soumettre à toutes ces exigences. L'élection est l'une des règles fondamentales de la démocratie. Un élu doit être remplacé par un autre élu. Nous voulons et devons travailler pour la sauvegarde des acquis démocratiques. La transition est toujours profitable à une oligarchie politique et économique qui aime bien nager dans les eaux, comme je l'ai dit souvent. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, dans le strict respect du mandat constitutionnel de 5 ans qui m'a été accordé par le peuple haïtien, et depuis ma prestation de serment le 7 février 2017, j'ai toujours pris l'engagement de garantir la stabilité politique, de changer durablement les conditions d'existence de la population et de paver la voie au développement socio-économique durable de la nation. C'est dans cette perspective que je poursuis les réformes structurelles et institutionnelles indispensables à la consolidation des acquis démocratiques, à la préservation de l'état de droit et la réforme en profondeur de l'État afin que celui-ci soit enfin au service de la population tout entière et non d'un petit groupe. Le processus de réforme constitutionnelle en cours et l'organisation des élections à tous les niveaux au cours de l'année 2021 en vue du renouvellement du personnel politique et d'assurer l'alternance démocratique le 7 février 2022 participent de cette démarche. Le référendum et les élections de septembre prochain seront en effet l'occasion de faire avancer de manière décisive le processus de démocratisation en cours dans le pays. La mise en place du nouveau Conseil électoral provisoire selon les critères établis dans la Constitution a constitué une étape importante vers la réalisation de ces élections. Et selon le calendrier électoral proposé par le Conseil électoral provisoire, le référendum aura lieu en juin prochain et le premier tour des élections se tiendra le 19 septembre 2021. J'ai bien noté les inquiétudes exprimées par le secrétaire général dans son rapport en ce qui concerne la fragilité de l'environnement politique, les conditions de sécurité ainsi que les difficultés d'ordre logistique et financier. Les administrations précédentes ont connu des situations similaires et ont quand même délivré. Mon administration et le gouvernement entendent tout mettre en œuvre pour améliorer le climat sociopolitique de façon à assurer le respect des échéances et que les élections puissent être dans des conditions optimales et avec la participation la plus large possible des candidats et des électeurs. Le gouvernement haïtien a déjà apporté 20 millions de dollars dans le basket fund. D'ici le mois d'avril, 20 autres millions de dollars seront à nouveau apportés par l'État haïtien. J'en profite pour remercier la communauté internationale, notamment les Nations Unies à travers le BINU, pour son soutien au processus électoral en cours dans le pays, exprimé par la signature le 21 janvier dernier du protocole d'appui technique et financier au processus électoral. De même, la réforme constitutionnelle que l'ensemble du pays réclame est en train de devenir une réalité avec la création du comité consultatif indépendant de 5 membres chargés de superviser l'élaboration de projets de constitution qui fait l'objet de consultations au niveau de la population avant d'être soumis à un référendum les mois à venir. Le peuple haïtien est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. La nécessité d'une nouvelle constitution s'est fait sentir depuis très longtemps. Comme il a été souligné dans le rapport du BINU, la constitution de 1987 amendée en 2012, actuellement en vigueur, est une source d'instabilité politique et constitue un obstacle majeur au développement du pays. C'est un fait et cela reste une constante dans le discours de tous les acteurs de la vie nationale. C'est un projet du peuple haïtien qui aspire à un changement véritable. Plus de 86% de la population aspire à une nouvelle constitution, selon les 2 derniers sondages d'opinion. Excellence, I'm very sorry to interrupt you. Excusez-moi de vous interrompre, mais votre intervention dépasse largement le temps imparti. Pourriez-vous, s'il vous plaît, passer à la conclusion? Merci.
Merci. Je dois vous dire que je suis à mes 2 derniers paragraphes. Ce sera une bonne chose pour moi si vous pouvez écouter les 2 derniers paragraphes. Et je voulais justement vous parler, au début de mon mandat, j'ai déclaré sans embâche que mon objectif était de mettre en place les bases pour le développement socio-économique d'Haïti et finir une fois pour toutes avec cette longue période de transition que le pays traverse depuis la fin de la dictature en 1985, il y a 35 ans. Ainsi, mon gouvernement a lancé les grands chantiers susceptibles d'amener un changement substantiel et durable au pays et dans la qualité de vie de notre population. Route, électricité, agriculture, environnement, réforme administrative, tout cela avec les faibles ressources et taxes des citoyens. Je sollicite ici l'appui technique et financier de nos partenaires pour avancer plus vite. Et je dois vous dire, mesdames, messieurs les membres du Conseil, il faudra du temps et de la patience pour instaurer une paix et une sécurité durable qui a subi depuis des décennies des traumatismes et des chocs avec l'appui constant du Conseil de sécurité et de la communauté internationale dans son ensemble. Nous sommes persuadés que nous pouvons avancer dans la marche vers un avenir pacifique et prospère pour tous. Je vous remercie. Je remercie son Excellence, Monsieur Moïse, de sa déclaration. Je donne maintenant la parole aux représentants des États-Unis. Merci, Monsieur le Président. Merci à la représentante spéciale Alim des informations fournies sur l'évolution de la situation à Haïti et je vous remercie des efforts que vous fournissez ainsi que toute votre équipe. Madame Rock, merci de vos informations, merci de nous avoir rappelé le besoin urgent de nous concentrer sur les difficultés que connaissent les jeunes de Haïti. Président Moïse, nous vous souhaitons la bienvenue au Conseil. Nous vous remercions de votre participation aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais commencer par quelque chose que nous connaissons tous. Les élections doivent avoir lieu en octobre 2019. Et les membres du Conseil, à maintes reprises, ont demandé aux acteurs politiques de se réunir, de mettre de côté leurs points de différence et de trouver un moyen pour ensemble surmonter les difficultés les plus urgentes. Mais ils ont choisi de ne pas prendre cette voie. Mais la responsabilité à terme pour créer une atmosphère propice à des élections justes et libres, et pour organiser ces élections, cette responsabilité incombe au gouvernement. Les États-Unis sont inquiets de cette période qui perdure de politique par décret Haïti. Ceci doit être nécessaire seulement pour la sécurité et néanmoins, toutefois, récemment, des actions unilatérales renvoyant 3 juges, en nommant 3 autres, et des décisions pour réduire une agence indépendante, ceci va à l'encontre du renforcement des institutions démocratiques haïtiennes. Une fois encore, nous exhortons le gouvernement de tenir des élections législatives aussitôt que possible pour rétablir le rôle constitutionnel du Parlement. Le peuple haïtien a le droit d'élire ses dirigeants et ses institutions. Nous reconnaissons la grande tâche qui doit être encore effectuée. Néanmoins, 2021 doit être l'année des élections et législatives et présidentielles en Haïti. Parallèlement, nous saluons le gouvernement d'Haïti pour la décision prise en septembre d'augmenter le budget de la police nationale qui a beaucoup souffert d'un manque de ressources. Malgré cette augmentation,
axé sur la police. Néanmoins, la violence des gangs continue d'être un problème. Elle a augmenté de plus de 200% en 2020. Le taux d'homicide va croissant également. Nous exhortons les autorités à redoubler d'efforts pour enquêter, poursuivre les crimes violents, y compris la violence sexuelle et sexiste, pour renforcer les pratiques policières et renforcer les droits de l'homme des résidents. Nous sommes inquiets également du manque de responsabilisation face aux atteintes et violations des droits de l'homme. En décembre, les États-Unis ont sanctionné 3 anciens responsables haïtiens conformément à la loi sur les droits de l'homme suite aux des attaques passées où 71 personnes avaient été tuées. Avec l'assassinat de Dorval notamment, et il est donc urgent de mettre un terme à l'impunité. Il faut protéger le citoyen contre la violence. Il faut une police effective, efficace. La mise en œuvre d'une stratégie nationale pour enquête, poursuite en cas de crimes graves avec le soutien nécessaire est une chose qu'il serait bon d'envisager. Les États-Unis encouragent, promeuvent la mise en place d'un secteur judiciaire crédible, indépendant en Haïti. Nous sommes inquiets des décrets qui sapent l'indépendance de la branche judiciaire. Ceci continue de nuire au fonctionnement de la justice et ceci nuit aux audiences. Un secteur judiciaire qui fonctionne dûment, c'est essentiel pour mettre un terme à l'impunité, à la corruption et pour réduire le niveau très élevé de détention. Tout cela intervient dans le cadre d'une dégradation économique aggravée par la pandémie. L'instabilité économique conduit à une insécurité alimentaire et ce qui sape les progrès du développement. Et cela aggrave une situation humanitaire déjà grave. En janvier, les États-Unis ont annoncé une aide de 7,8 millions de dollars à Haïti pour financer un programme d'aide dans l'éducation, le secteur sanitaire, l'agriculture, etc. Et avec le gouvernement d'Haïti, la société civile, nous continuerons de travailler pour le développement durable et aider le peuple haïtien sur la voie de l'autosuffisance. Je conclurai en répétant le besoin de mettre un terme à la politique par décret. C'est seulement via la présence d'un gouvernement démocratique véritablement représentatif que l'on peut traiter des violations et atteintes aux droits de l'homme. Les États-Unis seront aux côtés d'Haïti pour un avenir meilleur. Merci. Je remercie le représentant des États-Unis de sa déclaration. Je donne à présent la parole au représentant de la Norvège. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le secrétaire général ainsi que la représentante spéciale, la LIM, pour l'exposé et les mises à jour ainsi que les recommandations concrètes qui figuraient que nous appuyons. Je remercie également Madame Rock d'avoir fait part de son expérience au Conseil de sécurité ainsi que le président Moïse de son allocution. Monsieur le Président, la situation politique tumultueuse en Haïti qui ne cesse d'évoluer est inquiétante et nous rappelle à quel point le pays est fragile et précaire. Il est impératif de mener une réforme de gouvernance afin de surmonter les obstacles structurels à la stabilité et au développement. Un engagement fort en faveur des principes démocratiques doit être une condition préalable. Nous exhortons les acteurs politiques à s'engager à nouer un dialogue pour des objectifs communs. L'échéancier électoral proposé avec un référendum constitutionnel, mais également des élections législatives, municipales, locales et présidentielles,
est un plan ambitieux. Cependant, si il est mis en œuvre de façon pacifique et ordonnée, cela pourrait être une première étape de sortie de crise. La Norvège se dit vivement préoccupée par l'exposition d'Haïti aux catastrophes naturelles en raison des changements climatiques et de la dégradation environnementale. Cela a des effets sur les moyens de subsistance, entraîne la pauvreté, le déplacement interne, ce qui, à son tour, vient nourrir le crime, l'instabilité et les troubles. Selon la FAO, Haïti figure parmi les pays connaissant la plus forte insécurité alimentaire au monde. 4,4 millions d'Haïtiens ont besoin d'aide humanitaire. Il s'agit d'un chiffre exorbitant aux très larges conséquences. Les signes de faible rendement de culture en raison de précipitations inférieures à la normale vont sans aucun doute renforcer l'insécurité alimentaire. Afin de préserver les moyens de subsistance et d'éviter davantage d'instabilité, le gouvernement doit miser davantage sur la production alimentaire sans tarder. Monsieur le Président, les niveaux élevés de violence, les violations et abus des droits de la personne sont choquants. Nous appelons à une vaste intervention du gouvernement pour lutter contre les violences locales. L'impunité pour les assassinats et les enlèvements ont entraîné un engrenage d'injustice et d'instabilité. Cela doit s'arrêter. Nous exhortons les autorités à traduire les auteurs en justice, que ce soit des membres de bandes organisées ou représentants des forces de sécurité. Nous sommes fortement préoccupés par le fait que les griefs et les grèves des principaux acteurs judiciaires sont venus exacerber les défis dans les établissements pénitentiaires, ce qui a mené à une surpopulation carcérale inacceptable. La réforme judiciaire doit recevoir la priorité. La situation des femmes et des enfants demeure également alarmante. La protection contre les violences sexistes et sexuelles ainsi que l'accès aux services de santé procréative et sexuelle doit être renforcée. Nous croyons fermement qu'un processus politique avec le respect des droits de la personne est une condition préalable pour une amélioration de la situation. Nous nous félicitons du fait que les rapports sur les violations, les atteintes aux droits de l'homme du HCDH et du BINU nous ont permis d'en prendre davantage conscience. Il est évident que l'exclusion, la négligence ou encore la privation de droits sont des ingrédients menant à aux conflits actuels. Nous exhortons le gouvernement haïtien à appliquer le plan d'action national sur les droits de la personne, et ce sans tarder, notamment en faisant participer les femmes pleinement à tous les aspects de la vie et notamment au processus politique. En guise de conclusion, Monsieur le Président, qu'il me soit permis de réitérer que la Norvège appuie sans faille le BINU ainsi que ses efforts en vue de renforcer les capacités des institutions haïtiennes. Ceci étant dit, seuls les Haïtiens peuvent œuvrer à une solution pérenne. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci à la représentante de la Norvège de sa déclaration. Je donne à présent la parole à la Fédération de Russie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Hélène Lalim, de son exposé sur la situation très complexe qui prévaut en Haïti et le travail mené par le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Nous remercions Madame Rock de son exposé et nous saluons la présence parmi nous aujourd'hui de son Excellence le Président Jovenel Moïse. Les turbulences politiques depuis plusieurs mois ont entraîné un regain d'activité des groupes criminels qui ont fait des victimes parmi tous les groupes de la population. Les citoyens ordinaires en pâtissent particulièrement alors qu'ils ont tant besoin d'un État stable, à même de régler les innombrables problèmes allant des catastrophes naturelles aux risques épidémiologiques. Et les citoyens étrangers sont également touchés. Notamment, nous avons appris aujourd'hui l'enlèvement d'un ressortissant de la République dominicaine. Nous comprenons les inquiétudes des manifestants quant à la sécurité de la société civile, sécurité dont la responsabilité principale incombe au gouvernement.
Nous sommes persuadés que la détérioration de la situation est due avant tout à l'absence de consensus dans les milieux politiques. Cette polarisation a déjà entraîné l'arrêt des travaux du Parlement et ne permet pas de s'atteler au règlement des graves problèmes qui accablent le pays. En tout premier lieu, les problèmes de sécurité, sans même parler des questions humanitaires, de reprise ou de développement économique. Nous rappelons que la situation en Haïti n'est pas unique en son genre, en ce sens qu'un règlement passe toujours par une solution politique. Ce qui, à son tour, n'est possible que grâce à un large dialogue interne entre les forces politiques et la société. Et à cet égard, le Conseil de sécurité a confié un rôle de premier plan au Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, dont l'une des principales tâches consiste à appuyer le dialogue interhaïtien. Nous espérons que les efforts en ce sens vont redoubler en amont des grandes étapes politiques de cette année, les élections présidentielles et législatives, ainsi que les discussions au sein de la société concernant les réformes constitutionnelles. En ce moment si important pour le pays, il est impératif de veiller à ce que toutes les opinions soient bien prises en compte. Nous saluons la volonté du secrétaire général d'apporter à Haïti un soutien électoral à la demande du gouvernement de ce pays. Nous savons que d'autres pays de la région ont fait des requêtes similaires, auxquelles cependant les réactions ont varié. Nous invitons à définir un dénominateur commun quant à la fourniture d'un tel soutien. Lors de discussions précédentes au Conseil de sécurité sur la situation en Haïti, nous avions averti que si le pays continuait de prendre des décisions unilatérales, cela faisait courir un risque croissant d'escalade. Le son s'est interrompu. Nous devons dire également que la multiplication des manifestations et des grèves à l'égard de l'exécutif sont dues à l'appareil législatif défaillant et aux craintes quant à l'indépendance du judiciaire. Il est évident qu'il faut trouver un équilibre raisonnable et trouver un accord au sein de la société à ce sujet. Et cela n'est possible que par l'entremise d'un dialogue respectueux sur la base des lois. Port-au-Prince a besoin du soutien de la communauté internationale pour éviter de creuser les dissensions dans la société, ainsi que la crise humanitaire pour qu'elle ne gagne pas le reste de la région. En tant que membre du Conseil de sécurité, la Russie va continuer à œuvrer à ce que les activités des Nations Unies mènent à une normalisation complète de la situation en Haïti, au renforcement de sa souveraineté et de son autosuffisance. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie de sa déclaration et je donne à présent la parole au représentant de Saint-Vincent et les Grenadines. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom du Kenya, du Niger, de la Tunisie et de Saint-Vincent et les Grenadines, à 3+1. Nos remerciements vont à la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Hélène Lalime, pour son exposé et nous remercions le BINU pour ses efforts dans le cadre du processus de stabilisation en Haïti. Nos remerciements s'adressent également à Madame Viviane Roch, directrice de Pluriel Haïti, pour l'exposé qu'elle nous a fait et nous saluons la présence parmi nous de Jovenel Moniz, son Excellence, la présidente de la République d'Haïti. Monsieur le Président, dans un mois, le monde entier commémorera la journée internationale en l'honneur des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Nous
célébrerons également la contribution du peuple haïtien, première nation noire à avoir acquis son indépendance en surmontant le colonialisme et l'esclavage. La situation actuelle en Haïti, cependant, est très inquiétante. Depuis notre dernière séance, le statu quo dans ce pays frère des Caraïbes perdure, tout comme l'impasse politique. La situation sécuritaire est instable et la situation socio-économique et humanitaire continue de se détériorer. L'imprévisibilité est particulièrement inquiétante et nous sommes préoccupés quant à cette impasse politique croissante qui pousse le pays au bord du précipice. À cet égard, nous nous rallions à l'appel de la CARICOM qui a encouragé toutes les parties à nous